Science. Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science où nous allons vous faire découvrir ce qu'est vraiment une symbiose. La symbiose, ce lien si étroit entre deux espèces qu'aucune des deux ne pourrait survivre sans l'autre. Mais en ne faisant que vous émerveiller devant une symbiose, vous ignoreriez ce qu'est une symbiose. S'agit-il vraiment d'une subtile alchimie ou bien ne serait-ce pas plutôt un combat sans merci embourbé dans un statu quo à perpétuité ? Sans accès à l'histoire, il est impossible de comprendre ce qui a pu mener deux espèces à un tel niveau de spécialisation l'une pour l'autre. Tout commence avec le parasitisme. Si seulement vous saviez ce qu'un petit parasite comme le morpion peut nous dire sur l'évolution de l'homme. Votre corps est un environnement particulièrement chaud et amical pour certaines petites bêtes comme les poux ou les morpions. Les poux, ça s'accroche aux cheveux et les morpions, ça s'accroche au poil du pubis. Je pense que vous êtes tous d'accord. Quoique un peu différents, les poux de la tête ressemblent beaucoup aux morpions du pubis. Cela implique qu'ils sont assez proches l'un de l'autre. Il a donc dû exister, quelque part dans le passé, un ancêtre commun aux poux et aux morpions avant que ces derniers ne soient séparés par un torse plus ou moins glabre. D'après les analyses ADN, poux et morpions partagent un ancêtre commun vieux d'au moins 3,5 millions d'années, ce qui indiquerait que les poils de notre tête et ceux de notre pubis n'étaient déjà plus en continuité à cette époque. Bref, nous avions déjà perdu notre fourrure simiesque il y a 3,5 millions d'années, à une époque où vivaient encore Lucie et ses comparses les Australopithèques. Donc, Lucie aurait plutôt ressemblé à ça qu'à ça. Bon, après, les analyses génétiques nous disent aussi que nos morpions sont plus proches de ceux du gorille que des poux de notre tête. Ce qui signifie qu'on a peut-être rechopé les morbacs d'un gorille, quoi. Ah, les histoires de parasitisme sont répugnantes, rien à voir avec une symbiose. La symbiose, c'est la chimie parfaite, l'osmose, l'équilibre naturel. Les fesses! Une symbiose, c'est une guerre, une impitoyable course aux armements. Notre monde est agressif. Ce que vous mangez et buvez importe dans votre corps des éléments contre lesquels votre corps doit se défendre. L'eau provenant du sol est pleine de bactéries. Elle est aussi chargée de minéraux et même d'éléments radioactifs naturels que vos reins doivent filtrer. Le meilleur exemple est l'alcool, un poison pour votre cerveau, mais que nous ingérons sciemment. Maintenant, imaginez que votre source de nourriture soit encore vivante quand vous la consommez. Vous croyez pas qu'elle va se laisser faire, non ? Soit elle tente de vous virer manu militari, ce qui fait de vous un parasite, soit elle opte pour la subtilité et se met à vous manger en retour parce que bon, quand même, faudrait voir à pas exagérer non plus. Pourquoi s'en priver ? Tu me manges, je te mange, c'est de bonne guerre. Bref, vous vous boulottez mutuellement, votre survie dépend l'un de l'autre, c'est ce qui fait de votre relation une symbiose. En fait, une symbiose, c'est un parasitisme. C'est même un double parasitisme où on ne sait plus très bien qui parasite qui. Vous connaissez peut-être les pinsons des Galapagos, les fameux pinsons de Darwin. Mais saviez-vous qu'une espèce de ces gentils petits pinsons se nourrit en vampirisant le sang de ses victimes? Mais regardez-le en train de boulotter l'autre, il se défend même pas. Cet oiseau est complètement fou. Fou ? Fou. Je suis fou de toi. Alors pourquoi il se défend pas plus que ça? Et peut-être parce qu'il est un peu lent. Ou débile? Ou tout simplement parce que les pinsons vampires étaient autrefois des mangeurs de vermine, des épouilleurs comme les oiseaux pique-bœufs. Si la relation entre les fous et les pinsons a commencé comme ça, alors elle était autrefois mutuellement profitable. Le pinson mangeait à sa faim des puces, des poux et des tiques, et le fou se voyait débarrassé de sa petite vermine. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Mais plus maintenant. Maintenant, les pinsons sont la vermine. Ils ne se contentent plus des puces, des tiques ou des poux car ils ont pris goût au sang que ces petites bêtes contenaient. Maintenant, il leur faut du sang vrai. Les fous, ils s'en sont restés à la version 1.0 des pinsons qui étaient de gentils mangeurs de vermine. Ils se comportent de ce fait comme les animaux porteurs de pique-bœufs. Mais notez que toutefois leur tour viendra, car chez ces derniers, on a remarqué que les plaies causées par la vermine se refermaient, disons, bizarrement moins vite. Aïe, non mais tu piques un peu là, vas-y doucement. Autre exemple, il est assez commun que des chenilles ou tout autre arthropode se fassent pondre dans le bide par des guêpes parasitoïdes. Les larves vont alors dévorer la chenille de l'intérieur, puis sortir quand elles seront adultes. C'est un grand classique de l'histoire naturelle. Mais toutes les chenilles ne se laissent pas faire. Il y a certaines espèces d'azurés, comme Maculinea rebelli, l'azuré de la croisette, qui ont fini par se rebeller. La larve, belle et rebelle, ne ressemble pas vraiment à une chenille, mais ressemble beaucoup plus à une larve de fourmi. Elle sécrète aussi les mêmes phéromones et produit les mêmes sons qu'une larve de fourmi. Et pour cause, puisqu'elle vit chez les fourmis.
Et elle a même le droit à un traitement royal, puisqu'en fait ce sont des phéromones et des sons de larves de futures reines qu'elle produit. Elle va ainsi profiter des légions innombrables d'hyménoptères qui vont la défendre contre le dard redoutable de la guêpe. Donc, en fait, c'est la chenille qui était parasitée à la base, qui devient un parasite du nid des fourmis pour se protéger. Et il paraît même qu'elle en profite parfois pour croquer une larve de fourmi ou deux au passage. Mais quelle maroufle, quelle gourgandine, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Ah mais ne croyez pas qu'elle s'en sorte si bien, non. Car c'est sans compter que la guêpe aussi possède son propre arsenal chimique. Et elle a de la ressource. La guêpe se paye le culot de rentrer dans la fourmilière, oui mesdames et messieurs. Elle rentre et elle produit des phéromones qui rendent les fourmis folles de rage les unes contre les autres. Et pendant qu'elles s'entretuent toutes joyeusement, notre guêpe part tranquillement pondre dans le bide de sa chenille préférée. Miam, c'est toi que je voulais. La vache, l'autre, elle se fait un camouflage chimique de dingue et s'enterre dans une caserne pleine à ras-bord de fourmis soldates. Et la guêpe, elle rentre tranquille comme ça, elle claque son petit bazar et elle ressort l'air de rien. Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? C'est de la coévolution. Ces deux espèces sont engagées dans une lutte acharnée, certainement depuis des milliers d'années, et visiblement, elles sont allées très loin. Mais comment en sont-elles arrivées là? C'est certainement la guêpe qui a commencé, mais comment, par ma cuticule, la chenille a-t-elle commencé à faire ami-ami avec les fourmis? En fait, la chenille Maculinea rebelli possède un reliquat évolutif, une sorte de fantôme de l'évolution qui nous montre comment ses ancêtres sont parvenus à amadouer les petites fourmis dans un premier temps. Elle produit une infime quantité de liquide sucré, le miella, dont les fourmis raffolent. C'est une pratique assez courante chez les chenilles sujettes au harcèlement des guêpes parasitoïdes que d'amadouer les fourmis pour qu'elles les défendent. Cette relation est ainsi profitable pour les deux camps, comme une belle et mignonne symbiose. On est parfaitement confiant là-dedans, car les plus proches cousines de la chenille rebelle possèdent aussi la faculté de produire du miella, mais elle se contente de vivre dehors. L'azuré de la croisette, lui, n'a pas fait que mettre un pied dans la porte, enfin dans la fourmilière, car sous les assauts répétés et persistants de la guêpe que les fourmis n'avaient pas l'air de dissuader, seules les larves les mieux protégées ont survécu, et cela les a menées jusqu'au plus profond de la fourmilière. Ce qui n'a toujours pas découragé notre guêpe, qui continue à foncer tête baissée dans le tas. C'est comme ça qu'une belle histoire de mutualisme entre chenilles productrices de miella et fourmis protectrices s'est transformée en un impitoyable parasitisme de la fourmilière. Et imaginez maintenant que cela finisse un jour par dissuader la guêpe, vraiment. Alors nous considérerions l'azuré de la croisette et sa chenille installée tranquille, pépère comme ça dans la fourmilière, comme de véritables paltoquets, des sacripants, des faquins. C'est pour ça que la symbiose, au lieu d'être une sympathique entente amiable, n'est rien de plus qu'une sorte de parasitisme réciproque, deux espèces qui se mangent à l'infini. Et ce que ces exemples nous montrent, c'est que pour aller au-delà de l'apparent équilibre poétique de surface et pour bien comprendre la nature profondément pourrie d'une symbiose, il faut pouvoir accéder à son histoire. Les symbiotes doivent annihiler les instincts et abattre les systèmes de défense de leur tendre moitié. C'est une forme d'adaptation extrême, violente, intrusive et traîtresse, ne nous y trompons pas. L'influence du parasitisme sur l'évolution est remarquable et omniprésente. Pourtant, très souvent, elle n'est pas remarquée du tout. Si, étant petit, vous étiez une tête à poux, c'est que vos cheveux ne sont peut-être pas bien adaptés à ce parasite. Et les piqûres de moustiques? Vous vous êtes jamais demandé pourquoi ça démangeait les piqûres de moustiques? C'est peut-être tout simplement parce que ces sales bêtes tuent chaque année 1 million de personnes par la transmission de divers parasites comme le paludisme et plein d'autres maladies. Alors maintenant, imaginez que ces piqûres ne vous gênent absolument pas. Non mais qu'est-ce qui vous empêcherait de vous jeter dans un marais et de vous laisser dévorer par les moustiques jusqu'à être contaminé? En nous signalant qu'être piqué, c'est pas cool du tout, la démangeaison pourrait tout simplement être une adaptation contre les piqûres de moustiques. Car sans cet avertissement, le fou, c'est vous. Pense à la symbiose entre l'homme et les machines. Grâce à nous, elles existent, et en échange, elles produisent notre énergie et supportent notre mode de vie. Mais pour elles, nous ne sommes que leurs organes reproducteurs. Un moyen pour fabriquer plus de machines. Nous les exploitons, mais elles nous exploitent en retour.